Déjà, comment la démarche t'est venue? Est-ce que tu peux nous historiser un peu ça? Comment est-ce que tu as commencé à faire ça? Un jour, tu t'es dit: «J'en ai ras la casquette» et tu as commencé à t'intéresser. Ça a été quoi ta démarche déjà pour découvrir un petit peu tout ça? Alors déjà, en fait, ma découverte du no-code, c'est dû à Cosa Vostra. OK, Donc en fait, moi, quand je suis arrivé en tant que directeur des ops, chez Cosa Vostra, pour ceux qui savent pas, le rôle des opérations, c'est faire en sorte que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour bosser. Donc c'est faire en sorte que tout le monde ait les bons outils, que tout le monde ait accès à la bonne information, que tout le monde soit bien équipé. En fait, faire en sorte que tout le monde soit bien organisé pour que chacun puisse faire son travail et que tu sois pas parasité par d'autres choses. C'est Laurent, donc qui est un ami, mais qui est aussi le CEO de Cosa Vostra, qui occupait plus ou moins ce rôle-là avant. Quand il est passé CEO, du coup, c'est là où j'ai été onboardé en tant que directeur des ops. Et donc quand je suis arrivé, il me dit, «Écoute, moi j'ai 3-4 scénarios, sur Integromat à l'époque. Il y en a un qui fonctionne pas très bien. Est-ce que tu pourrais regarder? Est-ce que tu pourrais le corriger?» Ma première réaction à l'époque, ça a été de lui dire: «Écoute, tu sympa mon coco, mais moi je suis dev. Tes trucs de no code, ça m'intéresse pas». bien sûr, réaction, naturelle et classique, j'allais dire. Exactement, et très classique. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il me dit: «Écoute, tu sympa mon coco, mais c'est ton taf, donc maintenant Tu t'y tu t'en intéresses, occupes, ouais. faut que ça fonctionne». OK. Alors, Et du coup, juste, j'ai excuse-moi, juste pour celles et ceux qui ne vas-y? savent pas, Integromat, c'est l'ancien nom de Make, qui est un outil dont Exactement. on va parler parce qu'il y a probablement des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc, ils ont revu leur branding et maintenant, il s'appelle Make. D'ailleurs, en termes de Mmh, SEO, c'est bien pourri parce que quand vous cherchez je des suis infos d'accord. dessus, voilà, je pense qu'on est d'accord. Mais voilà, sachez que le nom, c'est make.com. Excuse-moi, je te laisse Ouais, continuer du coup. exactement. Et donc du coup, bah, je me suis intéressé à ce scénario qui, en fait, pour les petites histoires, c'était un scénario quand tu avais un commercial de l'équipe qui renseignait, une nouvelle affaire qu'il était en train de signer ou en train de négocier. Ça prenait le nom du client et ça générait ce qu'on appelle un numéro d'affaires qui permettait après, du coup, en compta de le D'identifier. reporter, tu Mm. vois? Exactement, d'avoir un tracking comme ça du truc. Ok. Et en fait, j'ai tombé là-dessus et je fais: «Ah, mais en fait, c'est ouf ce qu'on peut faire». C'est-à-dire que j'ai vu la liste des applications qu'on pouvait connecter sur Integromat à l'époque, Ouais, donc Mec maintenant. bien sûr. Et je me suis dit: «Mais attends, mais c'est ouf ce qu'on peut faire», et j'ai commencé à bidouiller avec. Je fais: «Attends, mais c'est complètement gueudin, en fait». Ouais. Comme moi, j'avais déjà un spreadsheet de gestion de mes épisodes de mon podcast, bah, j'ai commencé à me dire: «Tiens, attends, je vais essayer de gagner du temps sur la création d'un répertoire». C'est-à-dire Ouais. que quand je crée un nouvel épisode, ça me crée le répertoire associé, comme ça je D'accord. peux mettre mes fichiers audio dedans. Puis je me suis dit: «Ah tiens, en fait, on pourrait faire ça aussi, on pourrait faire ça», et en fait, ça a commencé comme ça, de me dire: «Tiens, on fait des trucs», et maintenant j'ai des scénarios, j'en ai plein, Mhm. que ce soit pour le podcast ou pour, Cosa Vostra. J'ai plein de trucs qui sont automatisés. Ça facilite la vie de tout le monde, quoi. Mais du coup, est-ce que tu l'as pensé en tant que, j'imagine, en tant que bon dev qui fait du don't repeat yourself, est-ce que tu l'as pensé suffisamment générique si par exemple demain tu voulais, je sais pas, avoir une activité en mode je viens automatiser chez vous et que les gens effectivement respectent ce côté process, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de transposer ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup trop lié, on va dire, à ton activité à toi? C'est une question qu'on m'a déjà posée effectivement sur d'autres environnements. Je pense que moi, j'ai pas assez d'expérience sur le no-code aujourd'hui pour générer un outil qui est suffisamment réplicable. C'est-à-dire D'accord. qu'on pourrait recréer mes scénarios sur un autre contexte en remettant les bons connecteurs, mais du coup, tu vois, il faut recréer les scénarios. Mhm. Tu vois, je peux pas ajouter un nouveau podcast sur ma chaîne de production sans que j'ai rien d'autre à Oui, faire. Tu bien vois, il y aura sûr. quand même, Bien sûr. il y a un travail de Oui, recréation oui, oui. de quasiment tous les Mm. scénarios, quoi. D'accord. Mais par contre, si jamais tu fais le binding, on va dire que correspondent, il y a quand même des choses qui sont transposables. Complètement, Ok. ouais, complètement. Ok, donc on a un petit peu le contexte, donc peut-être que maintenant bah, tu peux nous dépeindre un peu. Alors, est-ce que tu as besoin qu'on partage ton écran peut-être? Je sais pas, pour Ouais, on peut commencer à commencer, partager l'écran, ouais. voilà, partager un petit peu le workflow et comment ça fonctionne. Donc, je partage ton écran et je te laisse présenter ça. Alors du coup, voilà, ça c'est un petit workflow que j'ai posé, il y a quelques temps, qui détaille un peu toutes les automatisations. Donc tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est automatisé, et tout ce qui est en blanc, c'est ce qui doit être fait par un être humain à un moment. Ok. Donc tu vois que déjà sur cette première étape, il y a pas grand-chose qui est fait par un être humain, parce que du coup, effectivement, c'est encore, à moi aujourd'hui manuellement de choisir les invités et de les contacter, Ouais, trop compliqué quoi. heu, n'est-ce pas? Ouais, d'entrée du boulot, ouais, c'est ça. Ok, tout le reste, tout est automatisé du coup. Tout le reste est automatisé, et donc D'accord. en fait, quand je contacte quelqu'un, donc c'est ce que j'ai fait notamment avec toi, Mhm. voilà, on prend contact très rapidement. Je te dis: «Voilà, ça t'intéresse pas?» Et si tu es intéressé, du coup, je te donne un lien Calendly, Mhm. donc qui est un service pour booker des créneaux dans l'agenda de quelqu'un, où du coup, tu choisis un créneau de 30 minutes pour faire une préparation. Donc on va discuter de quoi on va parler pendant l'épisode, Ok. et donc ce premier élément ici, donc tu réserves un créneau dans mon agenda. Du coup, j'ai rien à faire, c'est toi qui choisis, et le simple fait de déclencher cette Mhm. automatisation, ça va me permettre de créer un doc de préparation. Ça me crée un répertoire dans mon Google Drive avec ton nom et un numéro provisoire d'épisode. Ça me crée un doc de préparation qui est un template que j'ai, donc c'est un Google Doc template qui me permet de mettre les questions qu'on va poser, de quoi on va parler. Ok. Ça me crée un contact à ton nom dans Airtable, ça me crée l'épisode dans Airtable. Moi, j'utilise une liste de tâches à faire qui s'appelle Todoist, que je vous recommande, que je trouve absolument génial. Et donc, ça me crée dans Todoist une tâche en mettant partager le doc de préparation avec et le nom de l'invité. Ouais, ça te précrée la. Exactement, et ça me met la tâche à la date du jour où le rendez-vous de préparation a lieu, bien évidemment. Ok. Donc du coup, tu as d'abord, effectivement, tu identifies toi-même, on va dire, des invités, tu envoies un lien Calendly. Le lien Calendly va permettre de réserver un créneau, on va dire, d'une demi-heure, et à partir de là, ça trigger en quelque sorte ton automatisation. C'est ça l'idée. Exactement, ouais, ça me crée un ensemble de points de départ dont le doc de préparation
préparation, en fait, qui est un doc que j'ouvre le jour de ce rendez-vous de préparation qui a été réservé, Ok. où du coup, je vais noter les différents sujets qu'on a envie d'évoquer avec l'invité. Petite anecdote, en fait, je mets au format H3 les gros points que je veux à tout prix évoquer, espèce de titres, il y a les différentes questions, différentes thématiques qu'on va à peu près évoquer. Mhm. Moi, sur le podcast, j'ai plusieurs formats d'épisodes. J'ai ce que j'appelle les épisodes sources, qui est donc l'épisode dans son intégralité, donc la conversation que j'ai eue. Donc, c'est l'épisode, par exemple, que j'ai fait avec toi, qui a été diffusé il y a 2 semaines. D'accord. Il y a le format des épisodes compilés, où du coup, on fait le résumé d'un épisode passé avec l'invité que je reçois. C'était le cas aussi avec toi. Je t'ai donné un épisode à écouter Bien sûr. et on a pris 10 minutes pour résumer l'épisode. Et donc ça, c'est une affectation que je fais donc pendant ce call de préparation. Moi, je note dans Airtable, donc tout ça, c'est dans Airtable. Je note dans Airtable, voilà, tel épisode sera résumé par tel invité. Et donc en fait, tu vois, c'est ce petit bloc bleu qui est là. Quand je fais cet ajout dans Airtable, ça m'ajoute automatiquement le lien vers l'épisode en question dans le doc de préparation. C'est comme ça que toi, tu as reçu après un doc de préparation Mhm. avec tous les sujets qu'on avait prévu d'évoquer et le lien vers cet épisode. On partagera tout à l'heure, j'imagine, Airtable. Donc, voyez-le comme une espèce de Excel boosté à l'hormone, bien plus poussé, on va dire, qu'Excel. Et très C'est ça. ouvert avec beaucoup d'API. Donc, j'imagine que tu partageras pour nous montrer un petit peu ça. Je peux le montrer rapidement. En Ouais. fait, tu vois, donc ça, c'est les épisodes qui sont en cours de préparation, par Ok. exemple, sur le podcast. Et donc, tu vois, quand quelqu'un prend un créneau Airtable, ça apparaît ici, il s'enregistre ici, avec du coup un enregistrement aussi de l'invité qui apparaît comme ça. Et donc, une fois que ce rendez-vous de préparation a eu lieu avec l'invité, moi, je coche dans Todoist, OK, bah, c'est bon, je peux partager le doc de préparation avec l'invité. Donc, une fois que ça s'est checké, ça te partage automatiquement le doc. Ça t'envoie un mail en disant, bah voilà, le doc dont je t'ai parlé. Dans le doc, je te rappelle que tu as un lien Calendly pour réserver un créneau d'enregistrement. Mhm. Et tu as tous les éléments pour écouter l'épisode et compagnie. D'accord. Et donc, du coup, bah, après, tu bookes ton créneau d'enregistrement quand tu veux. Un des problèmes que j'avais, c'était que justement, les gens bookent le créneau quand ils veulent. Mais moi, j'ai besoin de savoir, en fait, Ouais. quand est-ce qu'ils bookent. Et donc, en fait, j'ai une automatisation qui relance les gens qui n'ont pas booké un créneau Ah, d'enregistrement. j'en étais sûr. Parce que moi-même, j'ai été mauvais élève et j'étais sûr que c'était une relance automatique. Il y a un mail qui part au bout de 15 jours. Il y en a un qui part au bout de 4 semaines. D'accord. Il y en a un qui part au bout de 6 semaines. Et si au bout de 8 semaines, j'ai pas de nouveau, en fait, l'enregistrement part de ma base Airtable. D'accord. Et je reçois un message sur mon Slack qui me dit, a priori, Ouais, un tel est pas intéressé. l'invité untel ne viendra pas sur D'accord. le Ce podcast. qui n'était pas mon cas. Et c'est pas grave, ce qui n'était pas ton cas. Mais c'est pas grave, tu vois, ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Après, par contre, de toi-même, Euh, tu vas pas aller relancer humainement, j'allais dire, les gens en disant hey, ça fait 8 semaines, est-ce que t'es toujours chaud ou pas, quoi. oui, je pourrais, mais en fait, imagine la charge mentale que ça Ah oui, non, représente mais de te clairement. souvenir de tous les gens Clairement. que tu as contactés qui n'ont pas booké et compagnie. Là, ça se fait tout seul et du coup, je préoccupe pas. Et bah, du coup, ça me libère l'esprit pour faire d'autres choses. Il y a Olivier qui dit Anto a répondu après la 3e relance, c'est ça. Non, non, je crois que c'était dès la première, parce que des fois, tu sais, je suis un Ouais. peu tête en l'air et après, j'ai vite répondu, quoi. Et Mais- puis, je fais en sorte de. Forcément, les 3 emails sont différents. Je peux vous les montrer vite fait. Attends, ils sont où? Yes. Donc ça, c'est la fameuse interface Make, du coup, anciennement Integromat, qu'on regardera peut-être ensemble. Vous voyez le nombre de scénarios qui sont faits, Dans c'est la- juste énorme. Je crois que c'est celui-là. Et à chaque fois, tu fais ça, c'est-à-dire que Enregistrement. tu scendes par typologie, genre c'est des scénarios qui déclenchent d'autres scénarios, etc., ou Alors, ouais, en fait, comme j'ai beaucoup de scénarios et que j'ai beaucoup de choses qui tournent, en fait, pour que ce soit facile à maintenir, j'étais obligé d'éclater mes scénarios D'accord. en plusieurs petits scénarios qui soient un peu plus faciles du coup à maintenir. C'est la même approche que quand tu dev, en fait, tu as quand même une volonté d'avoir des choses qui soient très modulaires Bien sûr. et si possible isolées les unes des autres pour éviter que dès que tu changes un truc, ça a des impacts partout. Donc, du coup, effectivement, j'ai éclaté les choses comme ça. Ok. Et donc, tu vois là, les 4 mails qui partent, qui sont effectivement différents. Et le dernier s'appelle enregistrement, j'y crois encore. Tu vois, bon, je tente une dernière relance. J'espère qu'elle sera la bonne. J'ai toujours très envie de te retrouver à mon micro. Et donc, voilà, je lui remets le lien vers le doc de préparation. Ok. Je lui remets le lien vers le Calendly. Voilà, je lui rappelle les différents éléments. C'est toi qui déclenche, on va dire, la première approche de façon entre guillemets humaine. Combien de gens est-ce que tu sollicites par semaine à peu pour essayer d'avoir une ordre d'idée, quoi? Ma règle, c'est je contacte 2 personnes par semaine. D'accord, 2 personnes par semaine. Ok. Si jamais j'ai trop d'avance dans mon planning, c'est-à-dire si j'ai trop d'épisodes Ouais. en stock, bah, je contacte personne la semaine en question. Ça, pour le coup, ça m'est encore jamais arrivé parce que si ça m'est déjà arrivé de pas le faire, mais du coup, en général, tu le sens quelques semaines après, ou Mhm. du coup, tu as une espèce de creux. Tu rentres un peu en mode panique en disant attends, zut, Vite, ouais. j'ai un trou dans mon planning, comment je fais? Ok. On a Olivier qui dit c'est pas évident de trouver la bonne stratégie, soit splitter ou au contraire mettre en un seul make. Comment tu décides si tu splits ou au contraire tu condenses les makes? Il y a quelques temps, j'avais un scénario qui avait 100 modules. Ce que j'appelle donc un scénario, c'est l'ensemble de cet enchaînement. Chaque module, c'est chaque petit rond là, qui est en D'accord. fait une action qui est menée. Et donc j'ai un scénario qui faisait 100 modules. Et j'étais, ouais, j'étais fier. Je fais, ouais, ça y est, j'ai un scénario qui a 100 Ouais. modules. Tu vois, je me sentais, tu vois, je me suis dit, ça y est, je suis un boss du truc. Quelques jours après, j'ai eu un bug sur le scénario en question. Ok. Et un truc qui s'est pas déroulé comme prévu. Et en fait, c'était une tannée à maintenir. D'accord. Parce que le problème, c'est que quand tu as un bug qui survient sur un scénario, il faut rejouer le scénario Ouais. pour pouvoir
espoir que ça aille jusqu'au bout. Mhm. Mais ça veut dire qu'il te réexécute toutes les opérations qui s'étaient déjà bien exécutées avant. C'est-à-dire que tu peux pas rejouer le scénario à partir de l'endroit où il y a eu le bug. Donc, D'accord. il te rejoue tout. Ah Et ouais, donc, ouais, ça ouais. veut dire qu'il te recrée un enregistrement, il te recrée un doc, tu vois, il te refait Ouais. toute la Ça, c'est une mécanique. question que je m'étais posée d'ailleurs. Est-ce que tu peux pas, alors je sais plus, il y a un terme technique pour ça, où en gros tu simules, on va dire, des données pour simuler, on va dire, le nœud d'avant, moquer, on disait ça, faire un mock, on va dire, de tes données précédentes. Par exemple, moi, des fois, quand je voulais faire des tests avec du JSON ou quoi, ben, je l'injectais directement dans un module JSON, tu vois. Est-ce que t'as pas nativement ce genre de truc où en gros tu peux simuler, on va dire, la bonne réponse précédente et puis après débugger, quoi. Alors, tu peux exécuter un module. Tu vois, Mhm. là, je peux faire un run this module only, mais du coup, je n'exécute pas le scénario à partir de cet endroit-là, je n'exécute que ce module-là. D'accord, ok, d'accord. Et donc forcément, si t'as un enchaînement, ça va pas marcher, quoi, forcément. Exactement. Ok, ouais. Donc, c'est pas simple. Sur Recat qui met que tu as aussi des makes pour ta vie perso. Ok. Je sais pas si tu l'utilises Oui, aussi en perso. j'ai quelques trucs, ouais, effectivement, c'est pas forcément perso, mais c'est sur la gestion de ma boîte, Ok. sur la gestion des factures, des paiements, tout ce genre de choses. Mhm. Mais sur la partie perso, le seul truc que j'ai sur ma vie perso, c'est qu'en fait, j'utilise beaucoup Todoist. Et sur Todoist, il y a un truc où tu dois atteindre ton objectif de D'accord. tâches réalisées tous les jours. Ouais. Et si à 21h, j'ai pas atteint mon objectif, ça m'envoie un message sur Slack en me disant attention, tu vas rompre ta chaîne de jours consécutifs avec ton objectif de D'accord. tâches atteintes. Ok. T'as Mais c'est le seul truc gamification du de truc, ma vie quoi. perso. Ok. Question hyper importante, donc, dit Nico. Comment tu fais quand c'est les vacances? Bah, du coup, en fait, tous les scénarios continuent à s'exécuter, donc les épisodes se publient tout seuls Mhm. quand on part en vacances. Il faut juste que j'anticipe le fait d'avoir suffisamment d'épisodes en stock Mhm. pour la période des vacances. Après, je suis du genre à prendre très peu de vacances, donc c'est pas un D'accord. sujet que j'ai souvent. Je te laisse reprendre du coup. Vas-y. Donc voilà, donc ça relance effectivement. Donc si jamais la personne, si la personne n'a pas pris son créneau, et donc quand la personne a booké son créneau d'enregistrement sur Calendly, ça va me lancer du coup pareil, un ensemble d'automatisations qui vont être donc de créer le conducteur. Alors je peux vous montrer en fait. Donc si je prends par exemple cet épisode qui a lieu demain, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le doc de préparation. Donc c'est un Google Doc qui ressemble à ça. Donc il y a le lien Calendly pour booker un créneau, il y a le lieu du studio, l'enregistrement, donc l'épisode à enregistrer qui est compilé, les différents sujets qu'on veut évoquer. Donc comme je vous le disais, en fait, je mets au format titre les points que je veux à tout prix évoquer. D'accord. Et donc en fait, quand la personne book son créneau sur Calendly pour l'enregistrement, j'ai un scénario qui va analyser ce doc de préparation, Mhm. qui va prendre chaque titre et qui va me créer mon conducteur. Donc mon conducteur, c'est un truc que j'aurai sous les yeux Mhm. au moment de l'enregistrement, qui me permet d'avoir le déroulé de l'émission. Et donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est créé automatiquement sur Airtable, où je Ok. vois du coup le nom de mon invité, le numéro de l'épisode. Je vois l'épisode qui va compiler, qui me permet d'éviter de me tromper de prénom de l'invité qui a été reçu D'accord. et du numéro d'épisode. Ça, c'est une partie qui est écrite manuellement. Donc ça, c'est du travail humain. C'est-à-dire que ça, c'est D'accord. l'intro que je vais lire pendant l'enregistrement de l'épisode. Et tu vois, on retrouve toutes les questions qu'on avait dans le doc de préparation qui D'accord. sont du coup ajoutées automatiquement C'est un ici. peu ton prompt à toi du coup que tu peux suivre. Exactement. Ok. Et ça, Et ça du coup, c'est tu une, vois, ça je c'est une vue peux Airtable, c'est ça? c'est une vue Airtable, Ok. exactement. Ça, c'est dans la partie interface de Airtable. Donc ici, je peux noter en fait les différents extraits vidéo. Donc pendant l'enregistrement, je note les timestamps de choses intéressantes, qui notent du coup les vidéos qu'il va falloir monter Ok. là-dessus. Là, je peux prendre des notes si jamais il y a besoin. Les choses qui sont, si on cite des articles, des liens, des vidéos, des choses, D'accord. je les note ici. Donc pour ceux qui connaissent pas le podcast, je demande à tous mes invités s'ils sont plutôt espace ou tabulation. Donc j'ai juste à cliquer et ça m'indique la réponse de la personne. Et ça, en fait, j'ai plusieurs automatisations qui tournent en permanence et qui vont aller vérifier les mentions que je reçois sur Twitter, les commentaires sur Apple Podcast, les commentaires sur Podcast Addict, les commentaires sur Spotify, Deezer. Je crois que j'ai les mentions LinkedIn aussi. Et donc tout ça, ça apparaît là. Et ça me D'accord. permet du coup en fin d'épisode de dire, et je fais une mention spéciale pour machin qui a parlé du podcast à tel contexte, à un tel qui a mis un commentaire sur Apple Podcast 5 étoiles, c'est cool, tu vois, donc pour essayer d'inciter les autres à faire pareil. Ça écoute en fait, si jamais tu as des tweets par exemple ou des commentaires qui sont faits, ça les liste du coup, et sur le prochain épisode, Exactement. ça leur répond entre guillemets automatiquement, ça les remercie, quoi. C'est à moi de le dire, tu vois, c'est à Ah oui, moi d'accord, ok, pardon, j'avais pas compris. Ok, d'accord. je le lis, ouais, Mhm. effectivement, à l'oral, à la fin de l'épisode. Et du coup, à la fin du live, là, j'ai mon calendrier qui me permet de dire, bah voilà, les prochains enregistrements, ce sera ça, ou on parlera de ça avec un tel. Bah, c'était ça sur le conducteur. Alors, ça crée d'autres choses une fois que le truc est créé. Donc, ça me réserve le studio, parce que du coup, le studio est partagé Ouais. avec Mathieu, dont on parlait tout à l'heure, Mhm. qui enregistre son podcast Génération Do It Yourself aussi dans ce même studio. Ça me book aussi l'enregistrement dans Google Agenda. Ça me crée une tâche dans Todoist pour que j'écrive l'intro. Moi, j'utilise Restream pour diffuser sur toutes les plateformes de live. Ouais. Et donc, ça me crée une tâche pour créer l'enregistrement, enfin, l'événement dans Restream, parce que malheureusement, ça, je peux pas le faire de manière automatique pour le moment. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Nico qui met OMG les cases blanches, je pensais plus à en revoir. Ben, tu vois, effectivement, tout est déjà bien automatisé. Je posais la question, Nico, sur est-ce que c'était Full Webbooks qu'il a présenté tout à l'heure, c'était vraiment lié à Airtable. C'est-à-dire que Airtable a un système c'est une base de données, voilà, où tu as des données, vois ça comme un Excel, on va dire. Et ensuite, tu peux créer des
vues, on va dire, donc des formulaires, des choses comme ça, en lien avec ces données. Donc à chaque fois qu'il va renseigner quelque chose, en réalité, c'est une vue, c'est comme un formulaire, et ça va directement le remplir dans la base de données, en fait, automatiquement. Et ça, Exactement. c'est plutôt pratique. Crazy Mead qui met, première fois dans le chat, hello à toi. Ouais, en gros, l'idée, c'est sur la partie sujet, quand même, c'est quelque chose que toi, c'est une chose sur laquelle tu as quand même la maîtrise et sur laquelle tu contrôles complètement de quoi est-ce que va parler l'invité, ou est-ce que c'est l'invité lui-même qui te pousse, en fait, voilà, la structure, etc. Alors, peut-être que tu vas me dire qu'en fait, je t'ai imposé des sujets, mais il me semble que c'est une discussion que j'ai avec chacun. C'est-à-dire qu'en général, je contacte un invité en lui disant: «J'aimerais bien parler de ça Ouais, avec toi» et on affine le sujet ensemble d'accord. ou parfois on parle l'invité me dit: «Bah, j'ai pas envie de parler de ça parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être catalogué là-dessus» ou parce que j'ai plus de légitimité à parler de ça. D'accord. J'ai changé de sujet, j'ai changé de boîte, bref, c'est des choses qui arrivent, et du coup, on redéfinit un sujet ensemble et l'idée, c'est vraiment pendant ce rendez-vous de préparation, dont on parlait un peu plus tôt, bah, c'est d'évoquer un peu les différents points qu'on veut évoquer et tu vois, quand ça me crée ce conducteur, l'idée, c'est pas, l'ordre précis dans lequel on va évoquer les différentes questions, c'est juste les sujets qu'on veut évoquer. Mhm. Parfois, on les évoque pas tous parce que c'est une conversation avant tout, hein, Ouais, donc bien sûr. je laisse la conversation suivre son cours. Parfois, il y en a qu'on n'a pas le temps de traiter, parfois il y en a qui se rajoutent, mais on reste du coup dans la thématique qu'on avait définie ensemble avant. Ok, ça roule. Donc du coup, là, il y a quelques opérations manuelles. Donc je dois créer effectivement manuellement dans Restream l'événement, mais qui est récupéré, l'ID est récupéré automatiquement par mes différents scénarios mec. Le tournage, bah, c'est quelque chose de manuel pour le coup, c'est-à-dire qu'il faut que j'appuie manuellement sur le bouton C'est ça. enregistrer Je peux confirmer physiquement, pour, il était vraiment là, c'était pour pas le une faire. IA. Et du coup, une fois que le tournage est terminé, donc il y a la question tabou espace, le sticker. Donc je t'ai donné un sticker pour que tu puisses Ouais, le mettre sur je sur l'ai. ton ordi. J'irai le chercher après. Donc ça, c'est effectivement un truc qui est effectivement manuel. J'identifie donc les différents moments forts pour faire les extraits, qui est du coup ajouté dans une base Airtable qui peut être du coup après récupéré notamment par Suricat, enfin la partie montage vidéo. Et donc une fois que le tournage est fait, moi je récupère la vidéo pour la diffuser sur YouTube. Je récupère les fichiers audio et en fait je mets tout ça dans un répertoire qui s'appelle Ready, qui est en fait dans lequel je mets mes fichiers audio. D'accord. Et après ça se fait tout seul. Ok. C'est-à-dire que je crée un répertoire qui a le numéro de l'épisode, je mets les fichiers audio dedans, et donc en fait, tu vois, là, je fais la partie upload qui se fait donc toute seule sur mon drive. Et ce que je vais dire, excuse-moi, du coup, c'est que tu as l'enregistrement, donc en fait, ton enregistrement va être en local, et tu vas d'abord l'uploader genre sur un drive ou un truc comme ça, ou comment ça se passe? Ouais, je les mets sur un drive, Tu le fais à la mano, l'upload, du coup, toi, ou pas? je fais à la mano. Comme mon drive est synchronisé avec mon ordi, en Ah, fait, ok. Ok. tu vois, je le mets sur mon ordi et ça s'upload automatiquement D'accord. sur le drive. Donc j'ai mon répertoire ready ici où je mets un répertoire avec le numéro de l'épisode, les fichiers audio, et ça, du coup, c'est récupéré donc par mec qui les envoie sur Auphonic pour pouvoir faire le mixage, la mise à niveau qui efface les bruits blancs. Ça, il faut que tu me précises, du coup. C'est quoi? C'est un outil, du coup, de ce dont tu parles? Alors ouais, c'est Auphonic, c'est un outil de montage qui est payant, mais qui est pas très cher franchement pour ce que c'est, Ok. et qui du coup te fait un mixage de plusieurs pistes audio. Je crois que tu peux monter à plusieurs dizaines de pistes audio, D'accord. et qui te fait un mixage, qui te les met au même niveau pour que ce soit, qui efface un ensemble de bruits blancs ou de bruits parasites D'accord. C'est cet outil, qui c'est peut y ça? avoir. Auphonic.com? Ouais, c'est ça. Et en même temps, je lui dis, bah là, il y a mon intro, là, il y a mon outro, et du coup, il me sort un fichier audio en fait avec tout. Du coup, bah, je récupère ce fichier audio, je le mets sur mon drive, et du coup, bah, l'épisode est prêt à être publié sur les plateformes de podcast de manière automatique. D'accord, donc si je résume, on termine l'enregistrement, ça arrive sur ton drive, le drive local va se synchro sur le drive distant. Du drive distant, ça va donc envoyer ça sur Auphonic, c'est ça? Et Auphonic va te Mhm. renvoyer la chose clean en fait finalement. Exactement. Ça roule. Pour l'épisode au format vidéo, là, en revanche, il y a encore du montage humain à faire parce qu'on essaye de mettre le générique à la fin de mon intro. Parce que si tu as un générique dès le début sur YouTube, en fait, Oui, les gens bien sûr. décrochent. Mais du coup, il y a juste ça qui est fait. Et après, bah, sur i4 met la vidéo à un endroit Mhm. spécifique. Et du coup, la vidéo, pareil, elle est envoyée de manière automatique sur YouTube. Et elle est prête à être publiée le jour de sortie de l'épisode. D'accord. Quand le montage de l'audio est fait, ça me crée un article de manière automatique et ça le pré-remplit avec ChatGPT, ce qui répond du coup à la question de Xavier qui a demandé s'il y avait de l'IA. Alors c'est pas sur les transcripts parce qu'on n'a pas de transcript aujourd'hui sur les épisodes, mais du coup j'ai OpenAI qui me pré-écrit un article où en fait ce que je fais c'est que je lui dis voilà j'ai reçu tel invité, on a parlé de tel sujet, voilà toutes les questions que j'ai posées, donc ça reprend mon conducteur, donc ça lui donne toutes les questions qui ont été posées dans le conducteur, Mhm. et je lui dis bah écris-moi un article de 5 lignes qui commence par le dev de la semaine, et du coup il me fait la suite. Et t'en es plutôt content parce que comment c'est l'automatisation? Il y en a certains, voilà, il y a certains trucs que j'ai automatisés. Mais par exemple, typiquement pour des résumés, alors je pense que mes prompts sont pas assez, tu vois, poussés. Peut-être il y a aussi une notion d'aller fine-tuner aussi tes prompts. Et est-ce que toi déjà, il y a des moments où tu reprends par rapport à ce que l'IA te pousse ou pas forcément? Déjà, ça fait le taf. Alors ouais, non, ça m'est déjà arrivé de complètement réécrire l'article, Ouais. en toute sincérité. Tu vois, comme ça reprend les questions qui sont dans le conducteur, que Mhm. les questions, en fait, elles sont écrites de manière vraiment en mode prise de notes, plus en mode pense à parler de tel sujet, tu vois, donc c'est très, très, très Très vague. vaste. Et ça fait que du coup, parfois, l'OpenAI n'arrive pas à te faire quelque chose de très pertinent. D'accord. Donc ça m'arrive parfois, effectivement, de tout refaire.
parfois c'est juste de la customisation. En revanche, je lui demande de me suggérer un titre et ça, j'avoue que les titres, il m'en a jamais trouvé un bien. D'accord. À chaque fois, ça, je le refais. Et donc, pareil, j'ai une tâche qui se crée dans Todoist en mettant partager l'article avec l'invité. Et donc, quand je coche la tâche comme quoi l'article est terminé, ça envoie un mail automatiquement à l'invité en lui disant voilà ton article avec le lien. Mais sauf que je lui mets pas le lien vers l'article, je lui mets pas le lien vers le Google Drive. C'est ce que tu as reçu en taux. Et donc, du coup, l'invité reçoit un lien vers ce formulaire Airtable où, du coup, il doit indiquer les comptes de réseaux sociaux sur lesquels il va être mentionné. Mhm. Et il nous donne sa photo. Une fois qu'il valide ce formulaire-là, donc moi, ça permet d'enregistrer la photo de l'invité. Je l'envoie à Bannerbear, qui est un service de création de vidéos ou d'images en fonction avec des modèles que tu définis. Ça me crée du coup la vignette de l'invité, la cover de l'épisode du podcast. Ce formulaire-là, après, il redirige l'invité vers l'article que du coup, il peut modifier dans un Google Doc de manière assez classique. Et du coup, le jour où l'épisode va être publié, j'ai un scénario qui va aller chercher l'article dans ce Google Doc, l'enregistrer et le mettre après sur les différentes plateformes. Bannerbear, j'imagine c'est ça là, c'est ce site avec l'ours, c'est ça? C'est ça. Du coup, donc là, c'est quoi? C'est tu lui envoies de l'info, il te renvoie en fait un visuel pré-généré, c'est ça? Exactement. Alors ça, je vais te En fait, dire que là, en fait, t'as mis le doigt sur un truc. Je sais dans le chat qu'il y a des gens qui vont le smile jusque-là pour ce genre de truc, mais je te laisse expliquer, vas-y. En fait, avec Bannerbear, je peux vous montrer. En fait, tu crées tes templates. Tu vois, j'ai pas mal de templates qui existent. Alors, si on prend par exemple, on va prendre la vignette réseaux sociaux, je crois que c'est celle-là. Et tu lui dis, voilà, en fait, voilà à quoi ressemble mon image. Donc, tu vois, là, moi, j'ai mis un cadre noir, j'ai mis le logo. Là, j'ai un espace de texte où je peux mettre ce que je veux. Et là, je lui mets l'image. Et du coup, tu as un appel API où tu lui dis, voilà l'image, voilà le texte qu'il faut mettre ici. Et il te retourne en réponse une image. D'accord, excellent. Et donc, tu peux le faire avec des images, mais tu peux le faire aussi avec des vidéos templates. D'accord. Si tu veux aussi. Des vidéos templates. Donc, Tu peux automatiser la génération de vidéos. Donc, par exemple, celui qui est utilisé en ce moment, c'est celui-là. Donc, en fait, tu prends toutes les vidéos sur les réseaux sociaux du podcast. En fait, on crée la vidéo simplement avec les outils sur un ordi. Donc là, c'est créé à la main. Bien sûr. Mais après, on envoie la vidéo du coup à Bannerbear qui du coup ajoute le cadre, ajoute le petit logo, ajoute le titre et te permet du coup d'avoir des vidéos qui ont le même format en fait sur toute la page du réseau en question. D'accord. Donc tu peux faire des extracts potentiellement. Ça, c'est un truc qu'on essaye aussi de nous, côté des clics, d'automatiser. Genre par exemple faire des extracts. J'ai vu que tu avais fait un extract notamment de mon interview. C'est toi qui vas chercher en fait quand même la vidéo et après tu lui envoies. Je dirais qu'il le fasse estampiller IFTTT avec tout le branding qui va bien, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça, exactement. Ok, ça roule. On est à peu près là, création de la cover, voilà. Et du coup, ça m'ajoute épisode bien monté à ma file d'attente. Donc, je peux vous montrer la file d'attente en ce moment. On arrive au fameux moment critique où les gens veulent savoir comment est-ce que ça se publie de façon automatique avec une espèce d'intelligence derrière, on va dire. Donc là, tu vois, j'ai la liste des épisodes qui sont prêts. J'ai 6 épisodes compilés. D'accord. J'ai 4 épisodes sources Ok. qui sont prêts, en sachant qu'il y en a un qui déjà n'est plus là parce qu'il est déjà dans les starting blocks pour être diffusé demain matin à 5h, qui sera l'épisode avec... tu vois, je sais même plus en fait l'épisode qui sort parce qu'en fait... c'est lequel a priori? Donc voilà, c'est l'entrepreneuriat. On a un épisode sur l'entrepreneuriat qui sort demain avec Marion. L'entrepreneuriat chez les devs, où on parle du coup des erreurs que les devs font quand ils créent leur boîte et des choses que les devs font bien quand ils créent leur boîte. Et donc le jour de la diffusion, c'était ça mon scénario qui avait atteint les 100 modules que j'ai complètement éclaté depuis. Je peux vous montrer du coup à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est dans publication, publication épisode. Ah, ça troll un peu dans le chat. Les gens disent que du coup, ce live, c'est un genre de webinaire caché pour moi pour me permettre, tu vois, de pouvoir monter en capacité. Tu sais quoi? Moi, je favorise ça. Si tu regardes la liste des épisodes du podcast IFTTT, il y a plein d'épisodes où en fait, je reçois un expert sur une techno que j'envisageais d'implémenter dans ma boîte ou sur lequel j'ai un projet à construire et j'y connaissais pas. Et du coup, je me dis, je vais recevoir quelqu'un et je vais apprendre en même temps que les gens qui écoutent le podcast. Donc, que je plus sois complètement la démarche. Alors moi, j'avoue que j'avais pas cette démarche-là, mais c'est vrai que comment ça s'est fait en fait, c'est que quand j'ai enregistré, on a terminé d'enregistrer en fait l'épisode sur le web créatif pour IFTTD. À la fin, il m'a expliqué voilà toute la partie automatisation, Bruno, et du coup j'ai dit mais ça c'est un truc, faut vraiment le partager. J'avais déjà en tête de faire un épisode sur du no-code du point de vue d'un tech, mais là en plus de ça, dans le cadre de la création de contenu, j'ai dit là je peux pas laisser passer ça, c'est obligé, c'est hyper intéressant quoi. Donc là on arrive sur la partie publication. Exactement. Alors du coup là vous voyez des modules que vous ne trouverez pas sur Make. En fait j'ai atteint le stade où je crée des modules, je crée des connecteurs en fait pour Make qui ne sont du coup aujourd'hui accessibles que par moi. Et donc en fait je me suis créé un module Make qui me permet de faire appel à d'autres scénarios. Et du coup ça c'est hyper utile. Donc tu vois en fait là dans tous mes scénarios je peux choisir lequel j'appelle et je peux lui passer des variables. Et donc ça me permet comme ça d'avoir des scénarios qui sont connectés et ça reste facile et simple de les appeler les uns avec les autres. Et donc j'ai ce petit scénario aujourd'hui en fait où j'ai ce module là qui va appeler un scénario qui choisit en fonction de la date quel épisode il publie. Donc c'est lui qui va choisir si on est lundi, est-ce que je publie quelque chose en fonction de la taille de la liste d'attente. Si on est mercredi, je publie un épisode source. Si on est vendredi, je publie un compilé et qui fait comme ça le truc. Et si jamais il trouve pas d'épisode pour des raisons X ou Y, je reçois un message d'alerte en disant attention, il n'y a pas d'épisode qui ont été trouvés pour
pour demain. Attends, tu me refasses le truc parce que donc quand tu as cliqué, tu avais une liste déroulante, on est bien d'accord? Donc celui-ci, tu vas choisir en fait un épisode, mais ça c'est pour trigger manuellement en fait, c'est ça l'idée, non? Ah non, Alors non, ça en fait, ça c'est un module mec qui me permet d'appeler d'autres scénarios mec. d'accord, ok. Fais le lien entre. Ok, Exactement. ok, C'est un peu comme un appel de fonction d'accord, que je ferais. Donc là, tu vois, j'ai tous mes scénarios sur mec d'accord, qui ont un point d'entrée en webbook. Et donc d'accord. du coup, tu vois, je peux choisir d'appeler. Donc tu vois, j'ai des scénarios de création, d'exécution de tâches en particulier ou de récupération d'informations, de publication ou d'update. Mais c'est quoi du coup là l'intérêt de le trigger cet autre truc dans ce cas-ci? Parce qu'en fait, donc là, parce qu'en fait, avant, j'avais un scénario qui avait 100 modules, D'accord, qui faisait plein de trucs, ouais, et du coup, c'était une tannée à maintenir. ok. Ah oui, Et donc, d'accord, tu vois, pour le scinder, j'avais besoin du coup que les scénarios puissent s'appeler les uns les autres. d'accord, Dans Make, en fait, pour pouvoir appeler un scénario, tu passes par un webhook, et du coup, tu as un module pas très joli où tu dois mettre une URL avec des paramètres. Donc, c'est pas facile, enfin, c'est pas intuitif à utiliser. Alors que là, au moins, tu vois, j'ai une liste avec des noms clairs, et du coup, c'est plus facile de choisir les scénarios que j'appelle. d'accord. Et donc là, par exemple, typiquement, tu vas appeler un scénario ici, on va dire, et du coup, il va se passer quoi? Alors, le scénario, celui-là en particulier, en fait, il va choisir l'épisode qu'il publie ce jour-là. D'accord, Donc en fait, il regarde la date du jour et il dit, bah voilà, si on est lundi et qu'il y a un refactoring de disponible, je publie un épisode refactoring. mhm, Donc pour information, les refactoring, en fait, de manière automatique, 3 ans après la publication d'un épisode, j'envoie un mail à l'invité en lui disant, il y a 3 ans, tu es passé sur IFTTD, voilà ton épisode si tu t'en souviens pas. Est-ce que ça te dirait de venir pour faire un refactoring de ton épisode? ah, trop cool, Avec un lien Calendly pour que du coup, il puisse réserver un créneau. mortel. Le lundi, s'il y a un refactoring de dispo, il le publie automatiquement. Sinon, il regarde. Si j'ai plus de 5 compilés dispo, il publie un compilé. Et si j'ai plus de 5 compilés dispo et plus de 5 épisodes sources disponibles et que j'ai plus d'épisodes sources que d'épisodes compilés disponibles, je publie un épisode source. Je regarderai ça en replay tout doucement, mais j'ai compris le principe, ok. Si on est mercredi, il publie un épisode source. Ouais, Et si on est vendredi, il publie un compilé. d'accord. Et si jamais il trouve pas d'épisode à publier, il m'envoie un message sur le Slack du podcast, en me disant attention, il n'y a pas d'épisode qui a été trouvé pour la publication de demain. Parce que ce scénario s'exécute à 14h la veille de la publication d'un épisode. D'accord, ouais, ça te permet d'avoir un garde-fou, quoi. Exactement. Olivier qui met, en fait, du coup, tu as un scénario principal qui va appeler des sous-scènes, enfin des sous-scénarios au besoin. C'est ça l'idée. Exactement. On voit l'approche du dev quand même hein, dans ce genre de choses. Exactement. Et donc, tu vois, donc ce scénario, donc, tu vois, il a récupéré l'épisode. Donc là, lui, il renvoie une ID d'un épisode sur Airtable. Donc là, je prends l'épisode. Et du coup, je récupère les fichiers audio que je publie sur AudioMins. Donc, AudioMins, c'est notre plateforme de diffusion de podcasts. Il y en a plein qui existent, hein. Il y a Ocha, Mhm. qui fait partie des plus connus, notamment Ocha, qui a l'avantage d'être gratuite. Donc là, ça publie l'épisode sur AudioMins. Après, du coup, ça récupère la photo. Ça publie aussi, du coup, l'article sur WordPress. Donc, le blog, en fait, du podcast que tu as montré tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est le cas d'un épisode source, ça c'est un compilé, et ça c'est un refactoring. Et après, ça me crée une tâche là dans Todoist en me disant, est-ce que tu peux vérifier que l'épisode a bien été publié? Il y a quand même besoin d'une Ouais, vérification manuelle, supervisé, bien sûr. mais Mhm. on sait jamais, tu vois, si jamais il y a une erreur qui se produit. Et là, ça m'appelle du coup un autre scénario qui va, parce qu'en fait là, on va dire, ça me crée l'article dans WordPress, ça me crée l'épisode dans AudioMins, mais ça s'arrête là et ça met juste le numéro et le nom de l'invité, tu vois, ça met rien de particulier. Ouais. Et là, j'ai un scénario en fait qui va mettre à jour la description, la photo sur le blog, sur AudioMins, sur YouTube Ouais. et sur toutes les plateformes qui ont besoin d'être mises à jour. Parce que tu vois, ça me crée aussi une vignette pour YouTube qui est différente parce que c'est pas le même format. Ça me crée la cover qui sera utilisée sur le podcast, qui sera utilisée sur Instagram. Enfin, tu vois, ça me crée un ensemble de trucs comme Mhm. ça de manière entièrement automatique. T'as Xavier qui fait une petite référence au podcast. Il dit il ne s'appelle pas DaVinci, mais il s'y connaît en automatisation. Ah, pas mal, pas mal. Donc en fait, à chaque fois là, tu utilises à chaque fois, tu passes un peu comme tu irais, je veux dire, une espèce de portail, on va dire, pour aller d'un monde à un autre. C'est ça, à chaque fois, tes débuts et fins de scénario, c'est justement ce petit module make qui permet d'appeler un autre, etc., etc. Tu vas de scénario en scénario comme ça, quoi. Alors, pas toujours, mais effectivement, parfois. Après, j'ai certains scénarios. Donc, par exemple, celui qui met à jour un épisode, qui est là, tu vois, le update épisode, Mhm. qui lui, c'est clairement, tu vois, c'est le scénario, il ne fait qu'appeler d'autres scénarios. D'accord. Il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il prend un épisode, il dit, OK, je dois mettre cet épisode à jour. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, du coup, il récupère l'article dans Google Doc et il le crée dans Airtable. Parce que comme ça, il est plus facile à récupérer pour moi après. Là, du coup, il va mettre à jour AudioMins en récupérant, du coup, le contenu de l'épisode. D'accord. Là, il met à jour YouTube. Là, il me met la miniature YouTube. Et là, il m'envoie la miniature sur YouTube. T'arrives à te plugger sur l'API de YouTube pour faire tout ce Ouais. qui est upload, machin et tout. Mais c'est à la mano parce que je crois pas qu'il y ait de module make pour YouTube de base. Alors, On arrive alors, à la vraie question. effectivement, il n'y a pas de module mec YouTube. Ouais, Alors, moi, du coup, j'en ai créé un, ok. mais je suis contraint par certaines limitations. Donc, en fait, je peux publier de manière automatique dans Mec aujourd'hui, je peux publier une vidéo de moins d'une minute sur YouTube entièrement sur Mec. L'inconvénient, c'est que mon podcast, il dure 1 heure. Donc, la minute, je la dépasse Bien largement. sûr. Et du coup, ce que je fais, en fait, c'est que Zapier, Mhm. ils ont un connecteur YouTube où Ouais. tu peux uploader une vidéo depuis Google Drive. Zapier
qui est un concurrent, je le rappelle, du coup, enfin pas un concurrent, mais un autre outil type Make, un peu plus facile, on va dire, pour les gens qui sont moins tech, en quelque sorte. Exactement. Mm. Et donc, en fait, quand je disais tout à l'heure que quand Suricate fait le montage du coup d'un épisode vidéo, elle le met dans un répertoire spécial, c'est que du coup, ce répertoire, il est surveillé par Zapier, qui va l'envoyer sur YouTube. Mhm. Et après, Mec, en fait, remarque qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur le compte YouTube et qui, du coup, l'ajoute dans Airtable. Et après, je peux utiliser l'API. Voilà. Et là, j'ai mon module YouTube qui est qui peut mettre à jour la description. Mhm. Donc, c'est celui-là. Tu vois, là, il met à jour la description sur YouTube. Et là, il met à jour la vignette sur Ah, YouTube. c'est mal. En gros, tu vas détecter au niveau de ton répertoire la nouvelle vidéo sur Drive. Zapier, en fait, va toi, en fait, l'upload et ça va revenir et ça Exactement. va dire, OK, il y a une nouvelle vidéo, donc ça veut dire que Zapier a fini le boulot et je reprends la main, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et celui-là met à jour la description sur WordPress et celui-là crée la cover de l'épisode. Ok. Ah. Et donc l'avantage, c'est que ce scénario, je peux l'exécuter aussi depuis mon Airtable. Parce que tu vois, si je prends un épisode, j'ai un bouton quelque part normalement. Tu vois, hop, mettre à jour la publication. Et ça, du coup, si jamais j'y a besoin, ça met à jour la description d'un épisode. En fait, pourquoi je mets l'article du Google Doc dans Airtable? Mhm. C'est parce qu'en fait, quand je prends la description de l'épisode et que je la mets sur Audiomine, sur YouTube, sur WordPress et compagnie, j'ai un scénario qui va aller chercher du coup la description de l'épisode, son titre et les différents liens qui ont été évoqués de l'épisode en question, mais qui va aussi regarder dans Airtable si j'ai pas un sponsoring en cours de l'épisode. Et si c'est le cas, Le mec est taré, je vous jure. C'est ouf. il va récupérer, en fait, j'ai un descriptif du sponsoring et du coup, il m'ajoute le sponsoring dans le description et j'ai un template d'articles qui me rajoute du coup des liens vers le site, vers la liste des articles, vers les différents réseaux sociaux. Tu vois, donc j'ai un habillage en fait de mes articles qui sont différents en fonction de si c'est un compilé, un refacto ou un épisode source. Et du coup, en fait, j'ai un scénario qui me construit cette description en temps réel, en fonction de sponsoring ou pas, et qui du coup après la repasse au scénario en disant bah voilà la description, tu peux maintenant la publier sur AudioMins, sur WordPress, sur YouTube, sur ce que tu veux. Et donc ça veut dire que tous les mois, parce que en général les sponsoring du podcast c'est mensuel, et donc tous les mois j'ai un scénario en fait qui regarde si j'ai un sponsoring qui commence ou un sponsoring qui se termine, et qui va mettre à jour la description de tous les épisodes passés, soit en retirant un sponsor, soit en ajoutant un sponsor, en fonction des cas. Parce que, en fait, quand tu sponsorises, il faut que ce soit appliqué sur tous tes épisodes, c'est ça, dans la description? Alors pour le coup, je suis le seul podcasteur à proposer ça parce qu'en fait, je suis le seul podcasteur à avoir le moyen de mettre à jour la description de tous mes épisodes passés. Les autres podcasteurs, en fait, font juste un audio en fait sur l'épisode. Parce qu'avec AudioMins, comme d'autres plateformes, tu peux dire bah, pendant telle période, tu me diffuses tel message en pré-roll ou en post-roll. Ouais. Donc c'est un message qui est en début d'épisode ou en fin d'épisode ou en milieu d'épisode si tu as envie. Mais ils n'ont pas la capacité en fait. C'est dynamique en fait. T'as fait un genre de bannière YouTube, mais voilà quoi, directement dans ta description, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Et du coup, je peux mettre un lien vraiment cliquable, qui est du coup quand même beaucoup facile pour les annonceurs pour traquer un lien, parce que du coup, ils peuvent mettre leurs UTM sur le lien s'ils ont besoin. Ça fait combien de temps que tu bosses sur cette automatisation pour en être à ce niveau-là? Du coup, j'ai commencé en arrivant chez Cosa Vostra, donc c'était il y a 2 ans et demi. D'accord. En 2 ans et demi, t'as monté ça. Mais tu sais, Ouais. franchement, tes compétences, mais c'est de l'or, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient former. Monte une chaîne YouTube, j'en sais rien, fais quelque chose. Je suis d'accord que j'ai effectivement fait beaucoup de choses. Alors attends, je regarde dans le process où est-ce qu'on en est. Donc ça, on l'a dit, la vignette, la publication. Et du coup, quand c'est publié, ça envoie un mail à l'invité en lui disant ton épisode est en ligne. Donc tu avais reçu ce mail-là il y a 2 semaines. Ouais. Dans le mail, tu as un lien pour publier automatiquement sur Twitter ou sur LinkedIn un message en disant j'ai été reçu par Bibir sur le podcast IPCTD avec le lien. Ouais. Ça facilite le partage. Ça me le publie sur le Discord parce qu'il y a un Discord du podcast aussi. Et ça me pré-crée un tweet et un post LinkedIn dans Buffer qui me permet de programmer du coup un tweet qui est diffusé le jour de la publication d'un épisode. Du coup, tu utilises Buffer pour tout ce qui est gestion des publications, Ouais. etc. Ça roule. Et ça, pour le coup, je les écris à la main. Enfin, en tout cas, pour les épisodes sources, j'ai une tâche qui se crée dans Todoist en disant, bah voilà, faut que tu écrives le tweet et le post LinkedIn pour l'épisode du jour. Ok, je vois en bas aussi une case publication dans Loomly. C'est quoi exactement Loomly? Ça, c'est pour les extraits vidéo des épisodes qui sont du coup mis dans Loomly pour pouvoir après être diffusés pareil sur les différents réseaux sociaux format vidéo. Et pourquoi sur Loomly et pas sur Buffer du coup? Parce que en fait, quand on a commencé, Buffer ne permettait pas de diffuser sur TikTok. D'accord. Ce que Loomly permet de faire. Ok, ça roule. Mais du coup, on est en train de regarder pour passer sur Buffer parce que maintenant, sur Buffer, on peut publier sur TikTok, effectivement. Ok. J'ai une dernière automatisation dont je suis assez fier. Ça, c'est un truc que à chaque fois que j'en parle, j'en dis, même des mecs qui font beaucoup de no-code ne pensaient pas que c'était possible. Je crée des NFT de chaque épisode du podcast en no-code. D'accord. Je le fais plus parce qu'en fait, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'en fout. Des NFT, tu veux dire en soi. Mais là, techniquement, c'est en place par contre. Exactement. Je les régénère pas maintenant à chaque épisode parce que ça coûte de l'argent à chaque fois. Ouais. Comme ça sert à rien, bah, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Ouais. Ça, on est sur OpenSea. Si vous avez envie d'acheter le NFT d'un épisode en particulier, soit vous pouvez aller regarder dans les épisodes qui sont déjà disponibles et vous pouvez du coup acheter le NFT d'un épisode. Ça vous donne absolument droit à rien. Ça vous donne pas la propriété de l'épisode ni rien. Et si jamais vous voulez acheter le NFT d'un épisode qui n'est pas disponible, bah, demandez-moi et je vous crée le NFT et vous serez dispo pour l'acheter. Combien de gens
pour acheter le NFT Anto par le web sur le web créatif, les gens, dites-moi ça dans le chat. J'espère qu'il y a du monde qui l'achèterait. Mais c'est bien parce que d'un côté, ça fait un petit modèle économique. Du coup, en tant que créateur de contenu, ça peut te permettre du coup de rémunérer un petit peu sur chaque épisode, quoi. Bon, après, les NFT en ce moment, c'est compliqué, mais dans la mesure où, imaginons que ça fonctionne bien, entre guillemets, ça peut te permettre de dégager quelques petits revenus, quoi. Les modèles économiques adjacents, tu vois, les NFT, donc ça a généré Ouais. zéro. J'ai créé pendant un moment une boutique Printful, donc pareil, entièrement automatisée. Ouais. Ça me crée des visuels. Donc j'avais des t-shirts, des pulls, des mugs, Ouais, tout ce qui est des merch. sacoches d'ordinateur et Ok. compagnie. Effectivement, du merchandising, ouais. J'ai vendu un pull en 12 mois. Ah ouais. Je crois que j'ai gagné 1,20 €, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, je préfère miser sur le sponsoring, Ouais. qui est quand même plus efficace en termes de rendement que ces à côté qui sont fun à faire, mais qui rapportent absolument rien. Ok, ouais, bon après, j'imagine c'est très lié aussi à ta commu. Est-ce que ça va augmenter, prendre, exploser? Enfin, demain, si ça explose, ben, potentiellement, il y aura beaucoup plus de gens qui vont acheter du merch sur ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mon t-shirt hyper corpo ce soir. Déjà, ça veut dire que techniquement, tu es capable aussi de générer des visuels et de te créer une petite boutique comme ça assez facilement. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en ce moment? Si, il y a un truc alors que je fais plus, mais en fait, quand j'ai commencé le podcast, avant de découvrir le no-code, je m'étais créé un petit bot Twitter qui identifiait de manière automatique sur Twitter des comptes de dev francophones, qui dans certains cas arrivaient à identifier la techno sur laquelle le dev en question travaillait, et qui du coup shootait un DM en disant j'ai lancé un podcast qui parle de dev, ça pourrait t'intéresser, et j'ai cru voir que tu bossais sur telle techno, voilà l'épisode qui parle de la techno en question. Ok, mortel. Alors, pour me la raconter un peu, je dis que j'avais fait un mini réseau de neurones, parce que c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que j'avais plusieurs mécaniques, un petit peu d'IA qui essaient de déterminer si c'était francophone, la techno qui était utilisée, si c'était un dev ou pas. C'était une mécanique qu'on appelle donc une IA non supervisée, c'est-à-dire qu'en fait, elle apprend toute seule. Et comme moi, j'avais pas de capacité de lui dire ça, ça, c'est un bon compte, ça, c'est pas un bon compte, bah, du coup, elle s'est emballée sur une erreur et je me suis retrouvé en fait à envoyer beaucoup de DM à des comptes russes, de dev, certes, mais russes, qui du coup me répondaient bah, je parle pas français en fait, donc ton truc, je m'en fous. Et j'avoue, j'ai pas eu le courage en fait de réécrire mon bot, de réentraîner un modèle pour changer ce paramètre-là. Donc j'avais éteint mon bot et je l'ai recréé en no-code. D'accord. Du coup, pendant assez longtemps, j'avais un bot sur Mec qui, pareil, envoyait des DM bah, tous les jours à plein de devs de France et de Navarre, ou francophones en tout cas. Ça a été la promotion comme ça du podcast pendant un petit moment quand même. Alors là, c'était plus sur de l'IA, du coup, tu te basais genre sur des hashtags ou des choses comme ça, et quand tu les voyais passer, non, ça envoyait un DM ou comment c'est? Alors ouais, du coup, j'avais plus l'accès aux mêmes outils que ce que j'avais quand j'avais fait en dev direct, mais je faisais appel à des services d'IA qui me permettaient de détecter notamment la langue du compte. Et après, je faisais effectivement simplement de la recherche de mots-clés sur les premiers tweets, voir s'il y avait des mots-clés de dev qui apparaissaient ou pas. Et si c'était le cas, ça ajoutait un DM à la personne. Ok, Margot qui est hyper intéressée dans le chat qui dit du coup est-ce que ça marchait bien pour gagner des viewers? Ah, du coup, pourquoi est-ce que parce que tu dis que visiblement tu le fais plus, pourquoi est-ce que... Ça a bien marché pour gagner des viewers. On va pas se mentir. Aujourd'hui, le podcast, il fait 30 000 écoutes par mois, Ok, ce qui est mortel. énorme. Donc, tu vois, je pensais pas un jour avoir autant de gens qui m'écoutent. Il y a très fortement contribué. C'est-à-dire que tu vois bien dans la courbe de progression de mes écoutes, le jour où j'ai lancé le bot, la courbe d'un coup, elle fait comme ça et plus juste comme ça. Tu vois les moments où je l'ai arrêté. Donc là, effectivement, depuis que je l'ai arrêté, la courbe progresse encore bien parce que maintenant, tu as Organique. l'effet naturel, organique, voilà, exactement. Et pourquoi je l'ai arrêté? Parce qu'en fait, sur Mec, tu payes pour chaque action que tu exécutes. D'accord. Ah oui, donc ça commence à coûter cher. Et voilà, mine de rien, j'avais un bot en fait qui tournait tous les jours, qui envoyait 200 DM et quelques par jour, qui veut dire que bah, pour chaque DM envoyé, ça analysait peut-être 10 ou 20 comptes. Donc tu vois, ça commence à faire quand même beaucoup d'actions. Et donc ça représentait, juste pour ça représentait un coût. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est quoi l'investissement marketing de dépenser autant pour aller gagner quelques abonnés? Il est plus rentable aujourd'hui. Mais par contre, techniquement, t'avais pas de souci de ban ou ce genre de choses. Du coup, sur Twitter, c'était open bar, quoi. Du coup, tu pouvais DM sans problème. À partir du moment où tu respectes les limites de pas envoyer, parce que tu vois, t'es plafonné à 240 DM par jour vis-à-vis de l'API. Tant que tu dépasses pas cette limite-là, en fait, t'es pas spécialement bloqué. Le sujet que j'avais, c'est que j'avais parfois, alors je n'ai vraiment pas eu beaucoup, j'avais parfois des gens qui me disaient je te connais pas, pourquoi tu m'écris comme ça, Ouais. c'est du spam, j'ai rien demandé. Ce qui en soi alors, peut justifier le truc en disant bah écoute, c'est pas du spam parce qu'en fait, on est sur Twitter, donc t'as accepté, c'est toi qui a permis que t'as accepté que les gens t'écrivent de n'importe où, t'as pas fermé tes DM, donc tu vois, c'est public, c'est pas vraiment du spam. Ça, c'est la justification plus qu'autre chose. Mais en soi, tu vois, ça m'est arrivé quelques fois que j'avais quasiment tous les jours des gens qui me répondaient en disant ah c'est cool, merci, c'est top, ça a l'air intéressant. Enfin, tu vois. Donc en fait, moi, ma justification, c'était surtout j'avais une personne qui se plaignait pour 50 personnes qui me disaient merci, pour tous les autres qui disaient jamais rien. Donc au final, je me disais c'est quoi, a On priori. tente et on verra, ouais. Ok. Exactement. Margot qui dit en fourchette en termes de prix, parce que du coup, on utilise Make. Alors, Make de base a quand même une version gratuite, sauf erreur de ma part, un peu freemium. Alors, et après, du coup, là, comme tu dis que ça coûte très cher, en fait, est-ce que ça entre dans quelle catégorie, on va dire, de pricing? Alors en fait, la version
version gratuite de Make, elle te permet d'avoir 2 scénarios qui tournent et tu es limité, je crois, à 1000 actions par mois. Donc au final, c'est quand même assez peu. Mhm. Tu t'en doutes, moi, vu mon nombre de scénarios, je crois que tu vois, j'ai 81 scénarios actifs. Donc j'ai un peu explosé la partie gratuite. Aujourd'hui, Make, ça me coûte, je crois que ça me coûte à peu près $200 par mois 200 $ pour par ça. mois, ça commence à chiffrer, ouais, d'accord, ok. Et là, tu vois, Le- sur la part pricing, je regardais, donc effectivement, le free, on a le droit à. Oh, alors, une ops, du coup, c'est quoi? C'est l'exécution d'un node, en fait, Ouais. d'un module, ok. Ah bah non, tu vois, j'ai rien dit, j'ai exagéré. Je suis à $55 par mois. Donc, tu vois, 55 $. Parce que toi, tu entres dans la catégorie Teams, du coup, c'est ça? Non, en fait, c'est que tu as 4 niveaux. Donc, tu as gratuit, Ouais, Core, Pro et Teams. ok. Et après, donc, tu as différents services en fonction de ce que tu utilises. Et après, tu as des forfaits en nombre d'opérations par mois. Donc, tu vois, moi, je suis sur Core, mais Ouais. je suis à 80 000 opérations par mois. Ah, tu peux custom, en fait. Ah oui, d'accord, ok. 80 000. Ah, Tu peux ok, d'accord. augmenter le nombre d'opérations que tu consommes. Et je crois qu'à partir de Pro, on parle en opérations par an et D'accord. non plus par mois. Donc, toi, avec 80 000, t'es bien, quoi. Ouais, et tu vois, pour te donner un ordre d'idée, quand j'avais mon bot qui tournait, en fait, ça me nécessitait de multiplier par 2 mon abonnement. D'accord, ok. Parce que ça me prenait vraiment beaucoup d'actions par mois. Et donc, en fait, donc on était ouais, voilà, une centaine d'euros ouais, par an. Donc, en fait, tu vois, quand j'ai réalisé en fait, que la moitié de mon abonnement mec, c'était uniquement pour mon bot, Ouais, je me c'était suis plus dit, rentable. ah, en fait, c'est peut-être pas rentable. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Donc, on a C-Master, possède OpenAI, ChatGPT 3.5, DaVinci 003. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise moi perso, des fois pour des résumés d'articles ou ce genre de choses. Donc, oui, je confirme que ça marche bien. Mm. Après, du coup, alors il faut passer sauf erreur de ma part, passer maintenant avec OpenAI par le modèle payant parce que, pour faire des appels API. Parce que typiquement, quand tu l'utilises dans Make, tu passes par l'API. Et comme tu passes par l'API, là, pour le coup, payer, mais je pense que ça reste raisonnable, surtout si tu es sur la version 3.5, je crois que ça reste encore raisonnable. Ouais. Je vois Xavier dans le chat qui demande pourquoi je suis pas passé sur Nate. Nane, je sais jamais. Oui, c'est Nane, j'ai toujours un doute sur la Ouais, nous prononciation. on dit N8N à la Euh, française. N8N, ouais, il y a Je ça sais aussi. pas, Ouais. moi j'avoue que je sais pas. En fait, je suis pas passé dessus. Bah, alors, certains disent que c'est un des soucis du no-code. Moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, on a le même souci dans le dev en général. C'est qu'en fait, changer de techno, c'est assez fastidieux. En fait, faut que tu réécrives tout. C'est quand même assez lourd. C'est vrai dans le no-code, mais c'est vrai aussi. Tu vois, quand tu as tout ton site en PHP, tu dois passer sur un environnement Node.js. Bah, faut que tu réécrives tout. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. C'est fastidieux et c'est risqué. T'es pas à l'abri en fait que dans la traduction, tu oublies des trucs. Tu vois, tu peux perdre des choses. Je peux pas passer dessus parce qu'en fait, j'ai commencé avec Mec et du coup, tout bête. Du coup, je suis resté sur Mec aujourd'hui. Ouais, t'es un peu lié plus ou moins, on va dire, avec ça. Ok. Voilà, j'avais une question que je voulais te poser aussi, c'est quand tu parles du coup de modules custom sur Make, comment t'as fait pour apprendre à customiser? Est-ce qu'il y a de la documentation sur ça pour faire ses propres modules Make ou comment ça se passe? Il y a pas mal de docs qui existent. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, hein, je me la raconte à faire genre, mais donc tu vois, c'était des modules que des applications que j'utilisais beaucoup, mais qui n'étaient pas dispo sur Mac. Donc AudioMints, qui est donc l'hébergeur du podcast, la Mhm. partie audio. Auphonic, donc j'en ai parlé, c'est le montage audio. Ça, c'est celui que j'ai créé donc, pour faire appel des scénarios sur mon compte Mac. Restream, donc c'est la publication. Tatum, c'est la génération des NFT. TikTok, c'est TikTok. Et YouTube Uploader, voilà, j'ai créé ce YouTube Uploader, mais qui est limité à des vidéos d'une minute. C'est assez simple, en fait. Tu crées, donc tu as la base de ton API, donc l'adresse à laquelle tu te connectes, le mode d'authentification qui est nécessaire. Mhm. Donc là, on est sur une connexion en OAuth2. Mhm. Ouais, on rentre un peu dans la technique pendant quelques instants, mais vas-y. Pour créer un module Make, on va pas se mentir, faut être dev. Ok. C'est-à-dire que tu saches lire une doc API, faut que tu connaisses les protocoles d'authentification. Mhm. Faut pas juste avoir un vernis dev, il faut commencer à être quand même dev. Ouais. Et du coup, après, tu crées tes différents modules. Donc, par exemple, si on prend celui-là au hasard, tu définis le endpoint de l'URL, la méthode, les différents paramètres que tu passes et comment tu traites ta réponse. Tout est en JSON comme ça, il n'y a pas de dev, c'est pas un langage ou autre. Tout est en JSON, Ok. ouais. Et tu vois, tu définis tes paramètres d'entrée. Donc, c'est un peu ce formulaire qui apparaît quand tu ouvres un module sur Make où tu as tous les éléments que tu ajoutes, là, que je vous ai montré plusieurs fois. Ok. Donc, c'est là où tu définis chaque champ, le type de champ et Ah ouais, compagnie. d'accord. C'est du low code, Et quoi, parce que tu vas avoir ta boîte qui va être exactement. automatiquement générée, etc., quoi. D'accord. Exactement. Et ça, c'est par défaut les paramètres que l'API te renvoie. Donc, le JSON que l'API te renvoie, où du coup, tu peux lui donner un nom un peu plus lisible, qui est du coup facile à utiliser dans tes scénarios. D'accord. En termes de documentation de façon globale, est-ce que tu aurais des recommandations, par exemple, pour quelqu'un qui veut s'y mettre et qui veut apprendre un petit peu tout ça, des chaînes que tu connais, voilà. Moi, je connais Contournement, par exemple, la chaîne de Alexis Kovalenko, que je n'ai pas testé moi perso, et c'est une formation payante, donc je préfère le dire. Et bon, suivre un peu nos codes France, peut-être. Est-ce que toi, tu as des ressources peut-être que tu pourrais sur lesquelles tu t'es appuyé ou... Alors, je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, comme je te l'ai dit, donc moi, je suis commencé à avoir un certain âge. J'ai commencé à coder en 95. J'ai fait mon premier 95? site en 96. T'avais 2 ans. Donc, Désolé. moi, j'ai eu la chance d'avoir Internet très tôt Ouais. à la maison, parce qu'en 94, il y avait Internet chez moi grâce à mes parents. Ok. Ce qui est très très tôt hein, pour l'époque. Ouais, Il y avait carrément. vraiment pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai pas appris à coder avec Internet. Et Ok. donc, j'ai pas ce réflexe-là, en fait, d'aller chercher les tutos, des Hmm. vidéos,
vidéos, des supports. Moi, j'ai appris en fait, en lisant des bouquins et en lisant des docs. Ouais, bien sûr. Vraiment la doc et donc faire des modules, sur Mech, bah, je me suis paluché la doc qui est fournie par Mech pour le faire. Je me paluche du coup les docs d'API, des services que je veux intégrer, tu vois? Mais il y a pas de du coup, j'ai pas de contenus spéciaux à suggérer, OK. par lire les docs, quoi. D'accord. Mais j'ai reçu, du coup, les gens de Contournement, qui proposent beaucoup de contenu. Donc Ouais. du coup, ça j'ai pu eu l'occasion de voir ce qu'ils proposent, qui est absolument ouf. Donc j'aurais tendance à recommander, du coup, Contournement, OK. qui propose beaucoup de choses. Et Shubham aussi, pareil. Bien sûr. Shubham que j'ai reçu aussi et qui propose aussi, beaucoup de contenu, d'hyper qualité, quoi. OK, ben voilà, vous avez déjà des premières pistes et ressources. De toute façon, quand vous intéressez au no-code, honnêtement, moi j'ai commencé à m'y intéresser. En fait, c'est depuis l'épisode justement de Shubham avec Alexis qui est de chez Contournement et Camille, Camille Blanchot. Et franchement, ça fait donc quelques semaines / mois, vraiment pas très longtemps. Très très vite, vous allez voir, il y a des commus qui ressortent. Vous avez No Code France qui est l'une des plus grosses, voire je crois la plus grosse, je pense, d'Europe, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est une très très grosse commu qui a un Slack assez dynamique et tout. Vous avez effectivement Contournement en je dirais, formation payante que je n'ai pas testé à titre perso, mais franchement, voyant Alexis, la qualité de ses interventions, je suis sûr que c'est vraiment très bien à mon avis. Voilà, donc des pistes, si jamais effectivement vous voulez commencer vous aussi, et puis bien sûr, tester par vous-même, essayez les outils, vous avez du freemium, vous avez la possibilité de tester par vous-même. Après, donc, il y avait une autre remarque, si tu intègres la doc dans ChatGPT avec un peu d'astuce, tu vas gagner du temps sur la création d'app custom. Ça me prend maintenant moins de 30 minutes pour faire une app custom. Ouais, alors quid justement de toute cette partie IA. Donc on a vu tout du long, tu as pu un peu l'intégrer. Est-ce que encore il y a des choses que tu aimerais pousser plus au niveau des automatisations, que ce soit par de l'IA ou est-ce qu'il y a des choses encore, est-ce que tu as des targets où tu te dis ça, je pense qu'il faudrait que je l'automatise, mais c'est un peu tricky ou ce genre de choses? Bah, l'idée de Xavier est top. J'y avais pas du tout pensé. C'est une super idée, effectivement. Balancer une doc, dans ChatGPT et lui demander de te générer un module, c'est une très bonne idée. Je pense que je vais effectivement m'y mettre. Tu utilises pas ChatGPT de manière, hyper fréquente. Je pense pas en avoir l'usage le plus étoffé. J'utilise un peu les API d'OpenAI sur certaines générations d'éléments pour le podcast. Je l'utilise sur de la classification d'emails pour Cosa Vostra, parce que j'ai pas mal de scénarios Make qui tournent aussi pour Cosa Vostra. Ok. Et du coup, voilà, je l'utilise pour classifier de l'info, des flux d'informations entrants. C'est pas le plus gros usage aujourd'hui. Ok, j'espère que ça répond à ta question. Du coup, non, en fait, c'est à ma question vu que c'est moi qui l'ai posée. On a Boyo également qui dit: Je débarque, j'ai tout appris sur Zapier. Est-ce que Mec a un intérêt supplémentaire au niveau fonctionnalité, tarifs, intégration, etc. Zapier, en fait, c'est une super plateforme pour apprendre. Ils font énormément de choses. Pour moi, c'est la plateforme idéale pour apprendre quand t'es pas dev. D'accord. Tu peux faire énormément de choses, c'est vraiment bien foutu, c'est extrêmement simple. En revanche, effectivement, au bout d'un moment, tu atteins une limitation, c'est qu'ils n'ont pas la même fluidité que va permettre un Make ou un NUMITEN, par exemple, qui vont te permettre vraiment d'avoir des notions de boucle, de conditions, de switch. Tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais en revanche, ces outils-là, donc comme Make ou NUMITEN, nécessitent d'avoir déjà une réflexion un petit peu de dev, de construction d'applications dans ta construction de tes scénarios, ce qui est moins nécessaire avec Zapier. Donc, du coup, Zapier, c'est un très bon marchepied pour accéder à Mech si tu n'as pas cette formation de dev, on va dire. Et si tu as une formation de dev, moi, je recommande de passer directement sur du Mech ou du NUTN, voire même du Bubble, qui est une étape aussi de Bubble. Certains ont même tendance à dire qu'on quitte le no-code et on arrive au low-code avec Bubble, qui commence à être déjà très taffé comme solution. Bubble, du coup, c'est pour générer des sites, c'est ça, il me semble. Enfin, je connais moins ça, j'avoue. On est même au-delà du site, c'est-à-dire qu'avec Bubble, tu peux générer une app. On est vraiment sur des trucs hyper taffés. Ok. Tu peux vraiment aller loin dans ce que tu peux faire avec Bubble. C'est un outil assez ouf. Ok, Bubble.io, c'est ça, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, non, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avoue que moi je suis encore un newbie sur la partie no-code et automatisation, mais hyper intéressant. Et tu dis, tu peux même faire des. Ouais, au-delà des sites, tu peux même faire des apps et tout, full automatisé. Et en fait, tu le vois, c'est que tu vois, Bubble a sorti il n'y a pas très longtemps la notion de branche et la notion de versionning. Ok. Ce qui est vraiment un sujet de dev, c'est-à-dire que du coup, tu peux avoir des environnements Bubble, tu peux en avoir un en prod et un en test. Ils peuvent fonctionner différemment jusqu'au moment où tu dis, en fait, non, ma branche principale, c'est celle-là, et du coup, ça écarte l'ancien. Ce qui n'est pas possible avec un outil comme Mech, par exemple. Avec Bubble, tu peux revenir à une version précédente de manière extrêmement facile. Tu peux rejouer beaucoup plus facilement des actions passées. Avec Zapier, c'est pas du tout possible. Avec Mech, il y a des choses qui commencent à être possibles, mais sur les forfaits les plus élevés. Donc, tu vois, c'est là où tu vois que ces outils vont draguer de plus en plus les devs qui commencent à intégrer des mécaniques, des logiques d'équipe de devs, de professionnels, de vraiment, c'est pour attaquer le monde de l'entreprise, en fait, qui ont besoin d'avoir ce genre de fonctionnalité qui est nécessaire, en fait, pour qu'un projet soit maintenable dans le temps. Dernière question, et après, je suis désolé, les amis, il va falloir qu'on se quitte, même si je resterai bien là jusqu'à demain matin. Est-ce que oui ou non, selon toi, finalement, sur cette fameuse légende où le no-code, c'est surtout pour les gens qui font pas de dev, est-ce que selon toi, oui ou non, les gens qui vont en tirer le plus gros parti, et d'ailleurs, on le voit parce que les solutions, de plus en plus, les interfaces, il y a des logiques de dev, comme tu le dis, est-ce que finalement, celles et ceux qui en tirent pas le meilleur parti
les outils no-code, c'est pas les développeurs eux-mêmes? C'est intéressant comme question. Je pense que à court terme, ceux qui sauront en faire le plus, ce sont effectivement les devs, Mmh. qui ont cette logique en fait de construction d'applications. Mais je pense que sur le long terme, ce sont les non-devs qui en tireront le plus d'avantages D'accord. parce qu'ils seront pas bridés par justement cette façon de penser. Prends pour exemple, j'ai vu il y a longtemps une conférence qui était intéressante. On avait demandé à un gars de faire une conférence. On lui avait dit: «Est-ce que tu peux imaginer ce que sera la programmation dans 40 ans?» Il a fait cette conf en 2013, je crois, quelque chose comme ça. Et plutôt que d'imaginer ce que serait le dev dans 2050, il est parti du postulat qu'il était en 1970 et qu'on lui demandait de répondre à cette question-là en 1970. D'accord. Et donc, il est arrivé avec un rétroprojecteur, tu sais, il avait tous les clichés des années 70, il avait la petite chemisette avec les stylos dans la poche et compagnie. Et il a dit, voilà, vu l'état de la connaissance aujourd'hui et vu l'état du comment est-ce qu'on fait des apps aujourd'hui, voilà, est-ce que, d'après moi, où est-ce qu'on en sera dans le développement d'applications en 2010. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il évoque, c'est que il dit, on a bien vu que dans les années 60 jusqu'aux années 70, les développeurs, les gens qui faisaient du risque, donc c'est-à-dire les gens qui développaient sur le processeur directement en hexadécimal ou en binaire, Mmh. considéraient que les gens qui faisaient de l'assembleur, c'était pas des vrais devs, D'accord. parce que ce qu'ils faisaient était trop facile, parce qu'ils avaient des vrais mots. OK. C'est-à-dire que quand ils programmaient, ils utilisaient des vrais mots. L'assembleur, on est aujourd'hui, c'est l'ultra bas niveau, c'est-à-dire Ouais, on fait pas plus proche du processeur. Les gens qui font de l'assembleur considéraient à l'époque que les gens qui faisaient du C, pareil, c'est quand même un langage quand même hyper technique, bien sûr. étaient pas des vrais devs, parce qu'en fait, le C, c'était plus facile que l'assembleur, parce que tu avais une logique de variables, de tout un ensemble de logiques qui étaient déjà gérées par le langage que tu avais pas dans l'assembleur. Et donc, il dit, on peut espérer demain, en 2010, il y aura plus cette petite guéguerre-là et que du coup, les gens qui dev en 2010 ne seront pas contraints par les règles imposées par des anciens qui essaient de garder un précaré comme ça. Mmh. En fait, si on continue à développer de la même façon Ouais, qu'on développait en 1970, même si on a des méthodes agiles de tout ce que tu veux, en fait, les langages ont encore une logique qui est quand même extrêmement bien proche sûr. que ce qu'on avait il y a 40 ans. On est enseigné aux devs par des gens qui ont commencé à dev il y a longtemps, comme moi, qui eux-mêmes ont appris de gens qui ont appris il y a encore plus longtemps. Donc, tu vois, il y a une espèce de façon de faire qui se propage comme Bien ça. sûr. Là où aujourd'hui, quelqu'un qui est pas dev, bah, du coup, en fait, lui, le champ des possibles, il est infini, en fait. Et donc, quand tu lui files des outils où il peut faire ce qu'il veut, je pense, à terme, avec les outils no-code, sont vraiment les non-devs qui sauront en faire le plus, qui vont, tu vois, on parlait de web créatif avec toi sur ton épisode. Je pense que cette créativité va s'exprimer beaucoup plus avec des gens qui n'ont pas appris ces contraintes et qui sauront, du coup, s'ouvrir toutes les possibilités qu'offrent ces outils. OK, intéressant comme réflexion. Moi, souvent, je défends bec et ongle le fait qu'effectivement, les devs, à l'état actuel des choses, c'est aussi ceux qui doivent en tirer un très grand parti. Mais c'est vrai que ta réflexion est beaucoup plus long-termiste. Et effectivement, peut-être qu'à terme, ça sera les non-codes, les no-codeurs, on va dire, qui en tireront parti. Mais c'est hyper intéressant comme réflexion. Et je trouve que c'est beaucoup trop sous-coté, en fait, le côté no-code et automatisation dans la communauté dev, en tout cas. Mais parce qu'il y a cette réaction, comme tu le disais au début, de gens qui disent ouais, non, pour moi, c'est pas du code, etc. Et malheureusement, voilà, ceux qui, je pense, seront le plus ouverts d'esprit, justement, ils sauront en tirer parti, à Ouais. mon avis. Merci mille fois, Bruno. C'était Merci à vraiment toi. mortel. Dans le chat, n'hésitez pas. Ah, on a Graphicart qui est dans le chat. Coucou Graphicart, hello à toi. Pour moi, que ce soit pérenne, faut que des solutions no-code open source, c'est trop contraignant d'être dépendant d'un service. Ah, c'est intéressant comme réflexion, ça. Ça va peut-être effectivement limiter, on va dire, l'explosion, ce côté modèle économique. Après, j'ai envie de te dire, tu vois, en SEO, c'est pareil. Ils utilisent quand même beaucoup d'outils très payants, très chers. Est-ce que ça va pas être pareil au niveau du no-code, tu vois? Quand tu utilises des lambda chez Amazon, tu es loqué chez Amazon. Quand ton site il est fait dans une techno parce que tu es un peu loqué dans ta techno, Ouais. tu utilises du C# pareil, tu es loqué chez Microsoft. En fait, c'est une problématique qu'on a tout le temps, c'est que c'est très difficile de passer d'une techno à l'autre. Parfois, la techno, elle te coûte de l'argent parce que tu as un abonnement à payer. Parfois, la techno, elle te coûte de l'argent parce que tu dois payer des gens qui ont une expertise dans cette techno et qui coûtent plus cher sur le marché que Hmm. d'autres. Directement, elle te coûte rien, mais les gens qui devent dessus, Oui, bah, ils oui, te le temps coûtent plus cher passé, que d'autres. forcément. Donc au final, en fait, une techno te coûte toujours de l'argent et changer de techno coûte toujours beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Donc, Donc il faut arriver à calculer à chaque fois qu'est-ce qui est le plus rentable des deux, quoi. exactement. Ok. Mmh. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé, les amis. Merci beaucoup, Bruno.